Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Wechter. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Ostrom. Bon, évidemment, il faut parler du Brexit, c'est quand même l'actualité du jour, même si les marchés sont en contre-fiche comme à chaque fois. Il n'y a pas eu de surprise. Hier, il y a eu, voilà, le Parlement britannique a rejeté l'accord une deuxième fois, pourtant un accord qui était un peu revu et corrigé à la marge par Theresa May et les Européens. Ce soir, nouveau vote pour savoir si les députés britanniques sont pour ou contre un Brexit sans accord, un hard Brexit. Il y a du suspense pour ce soir ou pas? Parce qu'apparemment, tu dis c'est plié, les parlementaires, ils vont voter contre. Plié, a priori, c'est plié, oui. Personne ne veut s'engager dans cette option de sortir sans accord. Mais pour autant, rien n'est réglé. Parce que, on est à 15 jours. On est à 15 jours. Non, mais on marche sur la tête. On est à 15 jours de cette date fatidique, enfin voilà, date butoir du 29 mars. Et on ne sait pas trop. Donc demain, ça revote. Donc ce soir, c'est à peu près plié, c'est vrai, logiquement. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ils voteront contre un hard Brexit. Demain, on revote au Royaume-Uni, les parlementaires qui vont donc voir pour étendre, accepter ou pas un délai, une prolongation. Alors, ce n'est pas trop de combien de temps, a priori, on dit 2 mois, un peu avant les élections européennes. Mais on se dit, mais en quoi, en 2 mois, on va trouver un accord? Et là, on n'a pas réussi en plus de 2 ans. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette question. Et on voit bien que depuis le mois de janvier, Theresa May voyait quasiment tous les jours Jean-Claude Juncker pour essayer d'améliorer, ou Michel Barnier, d'améliorer le texte de l'accord sans succès. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième point, c'est que même si les députés britanniques votent ce délai, ce report, il faut que les Européens l'acceptent. Et on sait que la France, par exemple... Les Européens ont dit que si jamais c'était motivé, ils accepteraient un délai. Il faut que ce soit motivé, mais en 2 mois, c'est pas possible. Enfin, ça paraît difficile. Les Européens ne veulent pas bouger sur les options qu'ils ont prises. Donc, la probabilité de ne rien avoir est quand même assez forte. Ouais. Et après, le risque, c'est de dire, finalement, on fait des élections générales. Et là, il va falloir trouver des élections générales au Royaume-Uni. Et là, il va falloir trouver une majorité. Et ça, trouver une majorité et trouver un Premier ministre. Et je pense que là, on rentre dans un bololo institutionnel terrible. Ouais, avec l'hypothèse qui ressort d'un nouveau référendum. Ça a du sens ou pas? Couplé ou pas d'ailleurs à des élections générales? Oui, mais le nouveau référendum, Theresa May a dit qu'elle n'en voulait pas. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un nouveau référendum, il faut qu'il y ait un nouveau Premier ministre qui le propose. Ça veut dire qu'il faut des élections générales, il faut qu'il y ait un Premier ministre nouveau et que celui-ci propose un deuxième référendum. Ça prend beaucoup de temps. Il faut que les Européens s'accordent sur cette question. Ouais, les marchés qui sont toujours stoïques dans cette affaire, ça n'empêche pas encore une fois les marchés de monter. À partir de quel moment les marchés vont commencer, bon, pas à flipper, mais à être plus agités qu'ils ne le sont aujourd'hui et arrêter de considérer que tout ça va bien se terminer? C'est toujours la même question. On a eu la même chose, le même type de raisonnement sur l'Italie au moment où on s'inquiétait terriblement. À l'époque, on disait de toute façon, la Banque Centrale Européenne interviendra. Là, tout le monde conclut comme quoi finalement, on finira par trouver un accord et qu'il est raisonnable d'imaginer qu'on trouvera un accord. Et la position des marchés est la bonne pour vous? C'est quand même pas largement sous-pricé ce risque que ça ne se termine pas aussi bien? C'est très largement sous-pricé. Les marchés ont tort de sous-pricer une issue négative? Absolument. Je pense que là, on est dans une dynamique un peu irrationnelle où on se dit, finalement, on trouvera une solution. Ça me paraît aujourd'hui beaucoup plus compliqué. On est, comme vous l'évoquiez, à 15 jours de l'échéance et on n'a toujours pas le début d'un accord. Ouais. Donc les marchés, pour l'instant, se gourrent, selon vous? Ouais. Même si, enfin non, ils ont quand même 90% de chances d'avoir raison. En même temps, qu'un accord soit trouvé. La question, c'est que si ces 10% effectivement se réalisent, à savoir, il n'y a pas d'accord, là, c'est l'apocalypse. Je pense que la probabilité... Ça mériterait un peu plus de volatilité, non? Je pense que la probabilité d'un no deal est supérieure à 10%. Ah bon, et vous l'évaluez à combien? Plus que ça. Ouais. C'est flou. Hein. C'est flou, mais non, mais je pense que... Et pourquoi cette conciliance, enfin, pour ce côté conciliant, encore une fois, des marchés? Mais c'est un peu la réaction du Parlement britannique après la présentation du plan B. Vous savez, Theresa May, au mois de janvier, a présenté un plan A qui a été retoqué. Et donc, la semaine d'après, elle a présenté un plan B qui était le plan A avec des mots différents.
Et là, on a senti les parlementaires extrêmement préoccupés parce que d'un seul coup, le risque d'un no deal leur éclatait à la figure. Et donc, il y a eu une mobilisation qui n'a pas été durable, mais on peut imaginer que dans les jours qui viennent, il y ait une mobilisation. Mais la question qui va se poser, c'est sur quel texte? Ouais. Sur quel texte? Et on est à 15 jours quand même. Eh oui, l'histoire du backstop irlandais n'est toujours pas réglée et personne n'imagine de savoir comment ça pourrait être réglé. Ouais. Autre sujet, Philippe Wechter, qui est dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, dans la microéconomie, mais quand même, c'est un sujet qui a un retentissement mondial. Ce sont ces Boeing, évidemment, marque Boeing qui est dans la tourmente. Le 737 MAX, maintenant, on le sait, tous sont quasiment interdits de vol. Alors, ils sont interdits de vol en Europe. Même quasiment partout dans le monde, finalement, en dehors de l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. 80% des 387 Boeing 737, donc aujourd'hui, sont cloués au sol. C'est quand même du jamais vu. Et là, quand on regarde le business model de Boeing, on sait que c'est quoi? C'est 85% du carnet de commande de Boeing. C'est quasiment à terme 40% des profits de Boeing. Qu'est-ce qu'on se dit? Il y a 5000 commandes qui sont déjà passées sur l'appareil. On voit des passagers qui ne veulent plus carrément, qui se renseignent, qui ne veulent plus monter, des pilotes qui ne veulent plus non plus monter dans l'avion. On se dit quoi? Au minimum, le B737 MAX, il a du plomb dans l'aile, et où on va jusqu'à se dire qu'au pire, Boeing pourrait avoir du mal à s'en relever, ou là je vais un peu trop loin? Pour l'instant, il est un peu trop tôt. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a eu cet accident sur Ethiopian Airlines, mais il y a eu au mois d'octobre un accident déjà sur Lion Air. C'est bien ça. Et donc la question, ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est de savoir si les deux accidents ont les mêmes causes. Si c'est la même cause, à la limite, d'une certaine manière, il suffit de la cerner et de changer la pièce défaillante. Ouais. Mais qui sera un logiciel pour le coup. Oui, mais pour l'instant, on n'a pas cette certitude. Et donc, l'enjeu, pour l'instant, il me semble être là. Est-ce qu'on a des situations similaires ou est-ce que c'est l'appareil qui, en lui-même, est défaillant à plusieurs endroits? Ouais, et la question, pour le coup, c'est la perte possible de confiance des clients, des compagnies aériennes, encore une fois, pour cet avion. Et ce qui est dingue, c'est que le drame pour cet avion, enfin le drame déjà pour les familles, mais c'est que c'est un jeune avion qui est à la pointe de la technologie. Le fait qu'il y ait des soupçons sur sa conception, encore une fois, sur sa fiabilité, enfin, c'est quand même, pour un avion qui est aussi jeune, c'est là encore du jamais vu. Ah, c'est du jamais vu, oui. On est dans une situation totalement nouvelle parce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, l'avenir de Boeing passe par le 737. Il y a 80% des commandes à venir qui passent par cet avion. Et donc, si effectivement il y a une défiance des compagnies, une défiance des clients sur cet avion, leur business model va être extrêmement fragilisé. Et là, on ne connaît pas encore la réaction que pourrait avoir Boeing dans ces situations. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire c'est bien pour Airbus, oui, mais voilà, ça ne résout pas la question. Ça ne résout pas non plus la question, parce que là, il faut aussi regarder ces problématiques. C'est qu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui sont associées à cette construction, que ce soit dans les moteurs, dans les câblages, etc. Michelin, je crois que Michelin fait les pneus, la Tecoair aussi fait des trucs. Oui, il y a beaucoup de boîtes françaises. Fait le moteur, et Thales, du câblage, etc. Donc, il y a une imbrication très, très forte. Donc, si on se réjouit pour Airbus, on ne se réjouit pas pour tout l'industrie au sens large, avec tous ces acteurs français qui équipent, pour le coup, qui participent à la fabrication du B737. Exactement, mais ça traduit bien la problématique du monde globalisé dans lequel on est aujourd'hui, et qui, on voit bien, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, on peut être directement impacté. Les autorités américaines qui, pour l'instant, gardent leur confiance, encore une fois, mais l'action a perdu 12% en 48 heures. C'est trop tôt pour imaginer, encore une fois. Le risque de catastrophe pour Boeing, c'est que les clients, encore une fois, c'est qu'il y ait une perte de confiance des compagnies aériennes dans l'avion, quoi. Exactement. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là. Il est encore un peu trop tôt, mais on voit bien que ce sont des sujets qui sont systématiquement évoqués. Alors, ce qui va être, ce que je n'ai pas vu encore, c'est une réaction de la Maison-Blanche sur cette question. Parce qu'on doit imaginer que... Bon, il y a eu un tweet, évidemment, de Donald Trump qui nous a dit qu'aujourd'hui, il y avait trop d'informatique, trop de nouvelles technologies dans les avions et que... Bon. Oui, mais non, une mesure peut-être plus politique si effectivement la situation s'envenime. Ça va être un point intéressant dans un environnement où
la dynamique du commerce mondial est fragilisée. Ouais. Dernier point d'actualité que je voulais voir avec vous, Philippe, c'est cette somme qui est colossale. Alors, on revient en France pour le coup, on parle de la Banque de France qui va verser une cagnotte record à l'État au titre de l'exercice de la Banque de France 2018. On parle de quasiment 6 milliards d'euros entre les impôts et les dividendes. Pour les Français, enfin pour les communs des mortels, on se dit, attendez, la Banque de France qui donne quasiment 6 milliards d'euros à l'État, pourquoi? Eh bien, derrière, il faut expliquer, on est là pour ça. Il y a eu cette politique monétaire, encore une fois, ultra accommodante de la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce que la Banque de France, qui est une des antennes finalement, fait autant de profit? Quel est le lien entre les deux? Il y a deux parties quand on regarde, même si la Banque de France aujourd'hui ne donne plus le détail des sources de ses revenus, mais on voit bien qu'il y a deux éléments. Il y a sur le lien associé à la politique monétaire non conventionnelle, c'est-à-dire le portefeuille d'actifs achetés par la Banque Centrale Européenne. La Banque de France a acheté, pour le compte de la BCE, Absolument. des obligations du Trésor français. Exactement. Et donc, il y a une rémunération associée. le taux d'intérêt. Voilà. Et puis, il y a de l'autre côté des dépôts qui sont faits par les banques auprès de la Banque de France à un taux de moins 0,4. Ouais. Donc, la Banque de France encaisse tous les soirs. Encaisse 0,4 tous les soirs. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, il y a à côté un portefeuille de la Banque de France en tant que telle, indépendamment de la politique monétaire, qui, lui aussi, rapporte des montants considérables. Donc la BCE fait le bonheur de l'État français, enfin des caisses, Absolument. Des finances publiques. Elle fait le bonheur sous deux aspects. Sous cet aspect de transfert de la Banque de France au Trésor français, et puis aussi parce que les taux d'intérêt payés sur la dette publique française sont aujourd'hui extrêmement bas. Ouais. Et de ce fait-là, le coût de la dette publique est beaucoup plus réduit qu'il y a quelques années. Ouais. Mais pour le commun des mortels, on peut se dire que c'est insensé, c'est stratosphérique d'avoir autant une telle cagnotte, encore une fois, de la Banque de France. Mais bon, encore une fois, c'est pas perdu, ça va dans les caisses de l'État. Oui, c'est une entreprise publique d'une certaine manière. Donc, quand d'autres entreprises publiques font des profits, elles ont la même attitude, sauf que là, effectivement, les montants sont assez considérables. Bon, voilà, on a fait le tour de ces trois sujets forts dans l'actualité du jour. Ce que je retiens en tout cas sur le Brexit, dans ce qu'on se disait, Philippe, c'est que pour vous, les marchés, encore une fois, évaluent mal, encore une fois, le scénario du pire sur le Brexit. C'est ça que je retiens. Je pense, oui, effectivement, qu'on on a envie de croire que tout se passera bien. Et c'est peut-être pas aussi clair que ça. Les prochaines heures nous le diront. Merci beaucoup donc d'avoir été avec nous. Philippe Wechter, le chef économiste d'Ostrum. Merci. Merci.